Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Salut Hugo. Salut Clément. Écoute, très heureux de t'avoir enfin à ce micro. Non, en vrai, trop cool. On s'était rencontrés pour l'histoire. On s'était rencontrés il y a presque un an maintenant autour d'une communauté qui était les Tambourlingueurs, enfin d'une association. On a passé une semaine avec des jeunes mineurs qui avaient des problèmes avec la justice. Et bref, moi, tout ce que tu m'as raconté avait beaucoup résonné. Et je te laisserai te présenter après, mais en 2 mots, t'es ingénieur de formation. T'as toujours eu une petite appétence sur ce que c'était les communautés, ce que ça représentait. En 2023, je reprends tes mots. Tu t'es dit, il y a un problème un peu, j'ai envie d'explorer ce que ça veut dire ces communautés et quelles sont les forces. Et je réponds au mot où tu dis, le tous pour un semblait avoir pris le un pour tous dans notre monde. Et je trouvais ça assez pertinent. Et donc, tu t'es immergé pendant un an dans plein de communautés, dans des abbayes, chez un peuple autochtone, dans des refuges avec des migrants. Enfin, tu t'es immergé pour un peu comprendre ce que c'était. Et on va revenir dessus, mais pour lancer un peu l'épisode, est-ce que tu peux nous dire pendant cette année d'immersion, genre quelle anecdote tu retiendras toute ta vie ou qu'est-ce que tu as appris genre de plus important? Tout d'abord, avant tout, merci de m'inviter. C'est vraiment trop cool de pouvoir échanger avec toi et d'aller prendre le temps là d'explorer ce sujet des communautés. Ouais. Parce que je pense que notamment si je reprends le nom de ton podcast et que pour moi on va changer d'air, on va rentrer dans l'ère des communautés. C'était une ère qui nous a permis aujourd'hui d'être tel que l'on est aujourd'hui. Homo sapiens, s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a su coopérer, c'est parce qu'on a su faire communauté. Donc on était dans une ère coopérative et que ça fait que depuis 2 siècles en fait qu'on nous prône une ère beaucoup plus individualiste. Et donc pour moi, ce serait bien de changer d'air ou de revenir à l'ère qui nous fait du bien, l'ère de la coopération, l'ère des communautés. Donc maintenant que j'ai pu te remercier et qu'on va pouvoir démarrer cet échange, la question fatidique de qu'est-ce que j'ai appris de ces communautés, c'est une question tellement large, mais si je dois retenir un point, moi, c'est une phrase que m'a dit un moine. Ce moine, il s'appelle Frère Irénée. J'ai vécu pendant 1 mois dans un monastère au sein de l'abbaye de l'Airain. C'est une petite île en face de Cannes. Ils sont là, donc il y a des moines qui sont là depuis le 4e siècle. Et dedans, il y a un moine qui s'appelle Frère Irénée, qui a 92 ans aujourd'hui, qui est rentré au monastère à 20 ans. Et du coup, ça fait plus de 70 ans de sa vie qu'il est dans la même île avec les mêmes personnes. Bien sûr, il y a eu du passage entre-temps, mais ça m'a assez marqué sur cette capacité d'engagement et de se dire waouh, en fait, il est là depuis autant de temps et il mène la même vie avec toujours une telle profondeur d'engagement. Et lui, il fait un tour de l'île qui fait à peu près 5 km de long tous les matins. Et le matin où je suis parti, alors que j'allais prendre le bateau pour rejoindre le continent, il est venu vers moi et puis il m'a dit « Hugo, il faut que tu passes de l'efficacité à la fécondité. C'est ça les liens. » Et en fait, cette phrase, elle m'a énormément marqué. Elle m'a suivi sur la suite de toute mon exploration. Elle me suit encore aujourd'hui. Parce que moi, au-delà de l'aspect communauté, je pense que c'est une vraie, un vrai mantra, une vraie ligne directrice pour guider ma vie. C'est de l'efficacité à la fécondité. Ça veut dire quoi pour moi en fait? Ce que j'en retire, c'est faut passer du court terme, de l'aspect hyper productiviste des choses à un aspect beaucoup plus long terme et avec cet aspect de fécondité de, en fait, la graine que tu poses ce matin, elle va pas te donner des fruits ce soir. Elle va peut-être donner des fruits dans 1, 2, 3, 10 ans. Eux, là-bas, ils ont notamment des oliviers. Les oliviers, c'est un arbre qui donne des olives souvent productives à partir de 20 ans, voire même 50 ans. Donc, on peut voir à quel point ils ont une dimension même en termes de culture qui est différente. Et quand il m'a dit à la fin de sa phrase, donc c'est de l'efficacité à la fécondité, c'est ça les liens. Parce que en fait, oui, les liens, c'est ça, c'est quand on discute ensemble, les échanges qu'on a pu avoir, notamment lors de ce séjour, ou les rencontres qu'on a avec sa famille, avec sa compagne ou son compagnon, avec les membres de son équipe. En fait, si toutes ces relations-là, on les voit de manière efficace, c'est-à-dire que je dois en tirer directement quelque chose, l'une des certitudes, c'est que on va pas pouvoir aller dans la profondeur de la relation. Du coup, on va pas pouvoir vraiment créer des liens et donc faire communauté. Alors que si on reste sur de la fécondité,
Là, on est sur du long terme et donc, en fait, on va y prendre beaucoup plus soin. Et notamment, moi, il y a un exemple, c'est l'habitat. Quand on habite dans un appart, on sait que dans une semaine, on n'y est plus et on verra plus jamais cet appart-là. Ou si on habite dans une maison, on sait qu'on va vivre toute sa vie dans cette maison-là. Ben, on va prendre beaucoup plus soin de cette maison que de cette petite pièce d'appartement. Et donc, pour moi, les relations, c'est ça. C'est maintenant, quand je tisse une relation, j'essaie de me dire, mais en fait, cette relation-là, je la vois sur le long terme. Du coup, ça me pousse à y mettre beaucoup plus de valeur, d'attention, et surtout de me dire que, bah, oui, il y a des moments qui vont être plus difficiles. Il va falloir continuer à maintenir son engagement, et c'est ça qui va permettre de nourrir quelque chose de beaucoup plus profond et long terme. Donc voilà, si je devais résumer un gros apprentissage, cette phrase-là qui me colle un peu à la peau, de passer de l'efficacité à la fécondité. C'est très beau. Et tu parles de long terme, mais ça me fait aussi penser à un truc un peu d'inconnu et de lâcher prise et de confiance. Tu vois, en gros, quand tu plantes, enfin la graine, c'est un truc très végétal, donc tu sais, mais dans la fécondité, j'entends vraiment, bah, je m'engage et je fais confiance que dans longtemps, il y aura un truc. Et c'est mon intention. Et bon, même s'il y en a pas, c'est pas grave parce que c'est très beau. Ok. Merci beaucoup. Et j'ai oublié de le dire, je vais le dire maintenant pour pas l'oublier, mais Hugo vient de sortir un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui s'appelle Faire tribu. Tu nous en diras un peu plus après, qui parle de tout ça justement. Hugo, t'étais comment t'étais quel genre d'enfant et comment ça t'a amené à être cet activiste, explorateur de communauté qui partage tant de choses? Ouais, en effet, aujourd'hui, quand je me présente, je me dis que je suis explorateur de communauté, c'est-à-dire que je m'immerge dans plein de collectifs, des monastères, des peuples autochtones, des écoles dans la forêt, des refuges pour personnes en situation d'exil, afin d'étudier comment mieux faire ensemble, comment mieux vivre ensemble, et de se servir de cette science des communautés pour aller accélérer nos transitions. Parce que je suis persuadé que les communautés, elles ont quelque chose de formidable si elles font des transformations tout autant personnelles que sociétales. Quand on rentre dans un groupe, on se transforme dans le groupe. Je pense que ce qu'on a vécu collectivement au sein de ce séjour de la rencontre des sphères, eh bien, ça nous a tous les deux peut-être transformés intérieurement. Mais aussi et surtout, ces communautés, elles créent des changements sociétals. Aujourd'hui, je connais pas un changement sociétal qui n'est pas parti d'une idée pensée par une personne et qui a ensuite été rejoint par des dizaines de personnes au début, puis des centaines, puis des milliers. Et c'est ce pouvoir-là de la communauté qui a permis de faire ces transformations. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je partage ces sciences-là et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'aller renouer avec cette puissance du collectif et d'aller le faire dans toutes ces magnifiques initiatives qui sont autour de nous et qui montrent que le faire ensemble, au-delà d'être une fin, c'est aussi et surtout un moyen d'aller transformer beaucoup de choses. Et donc, comment je suis arrivé à là? Parce que sur le papier, je suis né le 7 septembre 98, on s'est pas dit, ah, lui, c'est un explorateur de communauté. Absolument pas. J'ai un parcours en fait extrêmement classique. J'ai été bon en maths, donc quand je peux le dire, je le dis. Je viens du Nord, près de Lille, et donc du coup, j'étais dans un lycée. Au lycée, on m'a dit t'es bon en maths, fais une école d'ingénieur. Je suis arrivé en école d'ingé, et en fait, arrivé en école d'ingé, je pense que comme toute une partie de ma génération, mais de toutes les générations en vrai, j'ai eu une claque environnementale. Faut se remettre dans le contexte, on est en 2017 et pour ceux et celles qui s'en souviennent, il y a la démission de Nicolas Hulot qui fait un peu un petit vombrissement au sein de tout l'écosystème à impact et de l'environnement et notamment au sein des écoles. En fait, il y a un sursaut de ah waouh, en fait, il se passe quelque chose et donc au sein des écoles d'ingénieurs, de commerce, de fac, il y a un vrai mouvement étudiant pour aller sensibiliser sur ces enjeux environnementaux. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé à prendre conscience. Et puis, une fois que j'avais pris conscience, c'était déjà bien, en fait, j'ai commencé, je pense que là, c'était mon petit cerveau d'ingénieur, à lire énormément d'études scientifiques, des rapports, d'aller voir des conférences, etc. Et là, il y a en moi quelque chose qui s'est créé d'assez fort, assez douloureux, c'est de la peur, en fait. Je me suis dit: «Waouh, mais en fait, mais dans quoi je me projette? J'ai même pas 20 ans. Dans 20 ans, c'est même pas un monde que j'ai à construire, c'est un monde dans lequel je vais devoir survivre. Enfin, qu'est-ce qui se passe?» Et donc énormément de peur en moi s'est un peu accumulé au fur et à mesure de mes lectures. Et tu sais, quand on a peur, notre corps, il peut avoir 3 mécanismes différents. Soit il se fige, c'est un peu, certains animaux qui, font les morts, en face d'un énorme danger. Voilà, on se fige et en fait,
chez l'humain face aux défis climatiques, c'est ah, tu vois tous ces chiffres-là, j'arrive pas à agir. Ça, c'est le premier point. Soit on se fige, soit on agit. Là, c'est le lion avec la gazelle et la gazelle qui dit OK, en fait, j'agis, bah, je cours, Bah, voilà, et je fuis. En fait, il y a cette ouais, idée de fuir. Et ouais. puis le dernier point, c'est l'action, agir. Et là, en fait, c'est, mettons, la gazelle le fait jamais, mais c'est face au lion, en fait, je vais me battre face au lion. Et moi, mon corps, il a pas décidé de fuir, il a pas décidé non plus de se figer. La chance que j'ai eue, c'est qu'il s'est dit, en fait, faut agir. Et donc, pendant mes 5 années d'école d'ingénieur, j'ai essayé, comme je pouvais, d'aller activer tous les leviers que je voyais devant moi. Et pour le dire en toute transparence, c'était un peu désordonné. Dès que je voyais un levier, je me disais, allez, il faut l'activer, il faut changer le monde. Donc, du coup, il faut y aller, quoi. Donc, j'ai testé le levier académique. Je suis allé former des étudiants puis des professeurs aux enjeux environnementaux, notamment à travers un super outil qui s'appelle la fresque du climat. Ensuite, j'ai essayé le levier politique. En fait, je me suis dit, en fait, si on forme un à un tous les étudiants et les professeurs, ça va pas le faire. Il faut quelque chose de politiquement soutenu. Et donc, avec d'autres organisations, on est allé rassembler les différents acteurs pour porter au sein de nos lois l'obligation qu'il y ait dans le cursus d'école d'ingénieur, de commerce, de fac, et bien ces enjeux environnementaux. Et là, on sent que ça arrive de plus en plus, donc tant mieux. Et puis, j'ai testé également le levier citoyen. En fait, se dire que en fait, en toute transparence, le levier politique, c'est puissant, mais c'est long. Et je me suis dit, OK, bah, il faut aussi de la puissance citoyenne. Et donc là, avec d'autres, on a rassemblé des leaders, des jeunes leaders sur les sujets écologiques, sociaux, pour qu'on arrive à déjà se connaître, apprendre ensemble, et puis parfois porter d'une même voix ces enjeux. Et en fait, à la fin de mon école d'ingénieur, ça fait 5 ans que je m'engage, et j'essaye de prendre un peu ouais, un peu de hauteur sur ce que j'ai pu vivre et puis quels sont les leviers d'impact de ces différentes initiatives. Et je me Hugo, rends compte d'une chose. je sais Ouais, qu'on en arrive à un nouveau chapitre, donc je veux juste te poser avant. ouais, Comment, enfin, à ton avis, comme je pense que je me pose des questions même moi en tant que futur parent. ouais. Qu'est-ce qui dans ton éducation ou dans ton environnement a fait que t'as eu ce genre d'énergie et ce genre parce que malgré la peur, t'as pas eu peur d'entreprendre et t'as pas eu peur de tenter toutes ces choses. À ton avis, c'est quoi Ouais, qui t'a poussé alors que t'aurais pu dire ah bon vas-y ou j'essaye ou je me lamente comme tu l'as dit mmh, avant, tu vois. Qu'est-ce qui ouais. c'est quoi le Mmh. Il y a plein de choses. La première, et ça, elle est pas à négliger, il faut quand même la dire, c'est que moi, je viens d'une famille de cadres. Donc, en fait, si demain, mon école d'ingénieur, déjà, je suis arrivé à une école d'ingénieur, c'était un peu le parcours classique, et c'est pas le parcours de classique de tous les jeunes d'arriver à une école d'ingénieur. C'est parce que j'avais ces modèles-là et en fait, tout ce patrimoine, certes en termes monétaires, mais aussi culturel, qui m'a permis Oui, bien d'arriver sûr. là. Donc ça, je pense que c'est le premier point. C'est en fait, j'avais cette sécurité financière qui me permettait d'aller explorer, tenter, et même quand j'étais dans l'école d'ingénieur, pas dire ah il faut absolument que je remplisse mon école d'ingénieur. En fait, je peux faire autre chose. J'ai eu la chance, j'avais pas à travailler aussi, donc j'ai pu m'engager. Et puis aussi, j'avais pas de prêt étudiant. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels je veux pas créer un fantasme de tous les jeunes doivent s'engager à côté, et cetera. En fait, moi, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire parce que je suis quelqu'un de privilégié. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que si on rentre plutôt dans l'aspect un peu psychique de mon éducation, euh, moi, il y a une valeur forte, c'est que j'ai été très vite très indépendant et autonome. Mes parents m'ont laissé cette liberté-là, et donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé de en fait avoir la liberté d'explorer et d'être soutenu. Moi, je remercie tous les jours mes parents de toujours me soutenir, et des fois, il y a des moments, franchement, quand eux, ils sont contents, leur fils, il va faire une école d'ingénieur, il va avoir un beau statut social, etc. Et là, en fait, je vais plus en cours, je fais des marches pour le climat, ils me voient avec, en train de faire parfois même des actions de désobéissance civile. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était pas dans leur schéma. Et pour autant, ils m'ont toujours soutenu, même quand ils voyaient pas ce qu'il y avait forcément tout de suite derrière. Donc ça, je pense que c'est une deuxième chance qui est énorme. Et puis la troisième chance, c'est d'avoir des gens qui ont cru en moi. En fait, je me souviens notamment quand, en fait, moi, je suis fan de foot, j'ai fait beaucoup de foot, et dans mon équipe de foot, j'étais capitaine. Mais du coup, ça m'a appris à gérer un groupe, ça m'a donné de l'assurance. Euh, et ça, en fait, bah, ça part de quoi de base? Ça part d'une personne, mon entraîneur de foot qui s'appelle Antoine, et qui m'a dit, bah, en fait, Hugo, je crois en toi, tu peux leader le groupe, vas-y. Et en fait, sans cette personne qui avait cru en moi, bah, j'en serais pas là aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que
je pense que faut vraiment pas négliger toutes les personnes qui nous entourent et toutes les personnes que l'on entoure pour donner confiance et donner du pouvoir et de la responsabilité. Et moi, je finis avec ça, parce que c'est un dirigeant qui m'avait un jour dit ça et que je trouve très fort. Il m'a dit: «Hugo, le pouvoir ne s'abandonne pas, il se transmet». Et je trouve que c'est fort parce que, et notamment quand on parle dans Ouais, l'éducation, je trouve que c'est c'est clair. aussi ça. Parce que en fait, les enfants, tu vas dire, bah, vas-y, fais la cuisine, fais la vaisselle. Non, en fait, c'est comment tu donnes les outils, comment tu donnes la légitimité aux personnes pour qu'elles puissent prendre ce pouvoir-là et puis que ce pouvoir-là puisse la transformer. Trop cool, merci, c'est très beau. Donc un aspect un peu privilège, genre t'étais dans des conditions qui étaient bonnes, un aspect confiance et les personnes, enfin genre t'as été encouragé par des humains et un aspect, moi je pense j'ai l'impression qu'il y a un aspect aussi un peu psychologique quoi. T'es quelqu'un qui tu t'as dit t'as réagi comme ça, t'aurais pu avoir peur parce que t'avais eu des traumas et toi tu t'es mis en action. Ok, merci beaucoup. Et du coup t'étais en train de nous expliquer, mais tu Le sors de deuxième tes chapitre, études. voilà. J'ai eu 2 crises. J'ai pas eu que je pense que mes parents pourront le dire, j'ai pas eu trop de crises d'adolescence. J'ai eu ma première crise qui était plutôt la crise écologique où je me suis engagé. Puis en fait, j'ai eu une deuxième crise que j'appelle la crise du nous. En fait, après avoir fait tous ces différents engagements et d'avoir vu toutes ces différentes initiatives, je me suis rendu compte que toutes celles-ci, toutes ces initiatives, elles reposaient sur le collectif. Et que, en fait, la plus petite des idées, ça peut devenir un véritable changement sociétal si tu as un collectif derrière. Mais que de la même manière, la plus belle des idées, et franchement j'en ai vu, si derrière, il n'y a pas un collectif qui est bien outillé, auquel on prend soin, auquel on met de l'attention, eh ben, cette plus belle des idées, elle peut devenir un véritable fiasco. Et donc, en voyant ça, je me suis dit, OK, le collectif, c'est un facteur de succès pour réussir les transformations dont on a besoin. Mais comment on fait ensemble? Comment on fait collectif? Donc j'ai creusé le sujet, je suis allé me former, j'ai relu pas mal de recettes scientifiques, de voir voilà quels étaient les ingrédients qui nous permettaient de faire ensemble. Et je me suis aperçu d'une chose, et là c'est cette deuxième crise, c'est que d'un côté, on est noté dans une société aujourd'hui qui en fait n'a jamais été aussi individualiste. Quelques chiffres pour ça, il y a près de la moitié des Français qui se sentent seuls en France. Pour notre génération, c'est 62%. Plus d'un jeune sur deux se sent seul. C'est Deuxième point, c'est que l'empathie, ce qui nous permet de faire ensemble, hein, l'empathie, elle a baissé de 40% en 30 ans. Ça, c'est une étude qui vient des États-Unis. Et Ça le veut dire troisième quoi en point, gros? Ça veut dire quoi l'empathie à baisser? Enfin, en, qu'est-ce que en tu gros, ça veut mesures? dire ma capacité à me mettre à ta place. Ok. Et ben aujourd'hui, j'ai dans mes capacités à le faire. En fait, si avant, mettons si elle était de 100%, bah j'aurais compris 100% de ta vision du monde. Aujourd'hui, je le suis. Si elle baisse de 40%, je prendrai plus que 60% de ta vision du monde. Ok, ouais. Et ça En 30 ans. et ça c'est un truc de ouf parce que enfin c'est comme ça que t'es capable d'aimer l'autre et de voir l'autre comme ton frère plutôt que comme un ennemi parce que tu sais qu'il a des problèmes et que s'il claque ça va. Ok. Exactement. Ok. Donc voilà, 40% 30 ans. Et le dernier point qui va avec, c'est qu'il y a 2 tiers aujourd'hui des Français qui pensent qu'on ne se méfie jamais assez des autres. Donc là, on est directement lié à l'empathie, c'est que voilà, on est dans une méfiance perpétuelle. Et donc Et face à c'est cette même société pire ça parce que individualiste, ça c'est de la peur, ça c'est un état d'esprit qui te dit ouais l'autre est forcément sera un peu en train d'essayer de nous ne va couler pas. quoi. Et voilà, et sachant que tous ces chiffres se nourrissent entre eux malheureusement et créent un cercle vicieux. C'est que aujourd'hui, ça a été prouvé, notre capacité sociale, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que notre cerveau, il a initialement cette capacité à faire ensemble, sauf que si on s'isole, eh bien, ce muscle s'atrophie. Et je pense qu'on peut le voir quand on est longtemps avec des personnes, etc., et on est quelqu'un de social, on sait vite faire ensemble, on a des codes, on sait, et on a cette envie d'y aller. Par contre, lorsqu'on s'isole, moi j'ai eu une partie de ma vie, notamment quand j'ai écrit le livre, où je me suis isolé. Et en fait, quand on s'isole, eh ben, plus on s'isole, plus on a peur d'aller vers l'autre. Et du coup, s'il y a de la méfiance, plus on a peur d'aller vers l'autre, bah, plus on est seul et ainsi de suite. Et donc, du coup, ce muscle-là s'atrophie. Et c'est pour ça qu'on pourra y passer après. Mais pour moi, il faut voir aujourd'hui les liens sociaux et donc notre capacité à faire communauté vraiment comme une remise en forme du sport. Et en fait, moi, j'entends plein de conseils où on me dit, ah, mais il faut que tu ailles directement dans un club, dans les soirées, etc. Bah, en fait, quelqu'un qui ne fait plus de sport, tu vas pas lui dire cours un marathon. Ouais. N'importe quoi. Enfin, commence déjà à marcher, à courir à quelques kilomètres, puis ensuite peut-être à le faire avec quelqu'un, te faire une
première course, puis ensuite peut-être un jour tu arriveras au marathon. Mais comment on arrive à y aller petit à petit? Donc ça, c'est le premier point que j'ai vu, c'est waouh, en fait, on a une société hyper individualiste. Et puis en fait, d'un autre côté, ce que je savais Et pas, juste, attends, mais c'est quoi, ouais, c'est quoi marcher dans le mode de lien social? Enfin, dans le c'est mode quoi la lien première, social, c'est quoi la le première tout étape, et début? ce qui est un point important, et là on va entrer, je fais un mini point un peu technique, c'est que en fait, dans les liens, il y a ce qu'on appelle les liens faibles et les liens forts. Les liens faibles, c'est l'exemple typique, dire bonjour à sa boulangère ou à son boulanger. Ça, c'est un lien faible. Et le lien fort, c'est une relation qu'on va entretenir avec quelqu'un avec laquelle on va la voir régulièrement et avec qui on va pouvoir partager des choses, un objectif commun, des valeurs communes, euh, des sentiments. Voilà, c'est quelque chose qui est plus fort et donc du coup, qui bien sûr, si on comprend bien, on a beaucoup plus de liens faibles avec un nombre de personnes et quelques liens forts qui nous construisent. Ce qui est montré, c'est que même les liens faibles nous permettent de avoir une sensation d'appartenance De et du coup, renouveler un de peu. commencer à marcher. Et donc, en fait, bien sûr, l'objectif à la fin, c'est d'avoir des liens forts et des personnes qui ont plus de liens forts ne puissent en avoir. Et donc, ce que j'appelle avoir sa tribu, avoir sa communauté. C'est ça qui nous permet de nous transformer personnellement et de juste vivre heureux et en bonne santé. Là, je ressors une étude, mais selon une étude d'Harvard qui a suivi pendant 70 ans des personnes, le premier facteur de bonheur et de bonne santé des personnes, c'est les liens. C'est pas le succès, c'est pas l'argent, c'est pas la représentation sociale, c'est les liens. Donc on voit bien qu'on a une nécessité d'avoir des liens forts. Pour autant, pas y aller directement dans ces liens forts, parce que parfois ça peut être difficile. Et bien, il y a ce qu'on explique les liens faibles. Et là, c'est dire bonjour à à sa boulangère, demander comment ça va à son postier, passer avec son collègue qu'on n'a pas jamais vu et que juste lui dire bonjour, etc. Et donc ça, en fait, ces liens faibles nous permettent de déjà commencer à marcher et de avoir déjà remplir ce besoin d'appartenance et ce besoin de lien. Et ensuite et surtout, nous réhabituer à faire ensemble, à refaire un peu de la conversation. Et puis ensuite, pourquoi pas, je l'espère, pour les personnes, réussir à créer des liens. Donc Ok, ça, c'est le merci premier beaucoup. point. Je t'ai coupé au milieu, mais Voilà, passionnant. mais au moins, voilà. Donc, déjà, c'est pour qu'on arrive à réapprendre à marcher pour ensuite courir ensemble vers le faire ensemble. Donc ça, c'est le premier point que je voyais, c'était OK, on est dans une société hyper individualiste. Et ensuite, ce que j'ai déjà un peu commencé à aborder, c'est en fait, cette société individualiste, elle est vraiment, mais à l'opposé, à contre-courant de nos besoins physiologiques. Et que aujourd'hui, comme je le disais, la santé, les liens, pardon, c'est le premier facteur de santé et de bonheur. Un chiffre aussi, un autre chiffre qui est juste hallucinant. Aujourd'hui, la solitude a autant d'impact sur notre santé que fumer 15 cigarettes par jour. Ça, c'est une étude qui a été menée par le secrétariat de la santé générale aux États-Unis et qui C'est montre pas à quel point étonnant. la C'est pas solitude étonnant. a un énorme impact sur notre santé, donc du coup physique et bien sûr psychologique. Et que en fait, ce besoin-là, certes, il est universel de manière personnelle, parce que voilà, on a tous besoin d'avoir des liens et de l'appartenance, mais c'est aussi un besoin universel à l'échelle de la société. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu l'as mentionné au début, face à plein d'enjeux, des enjeux écologiques, on a parlé, mais aussi des enjeux technologiques, des enjeux sociaux, des enjeux géopolitiques. Je pense que en ce moment là, on enregistre le podcast en ce moment avec l'administrateur Trump. Bah en fait, il se passe plein de choses géopolitiquement. Et en fait, on se rend compte que tous ces différents enjeux, c'est avant tout des enjeux systémiques. Par définition, un enjeu systémique, il y a besoin de tous les acteurs du système pour pouvoir y répondre. Oh, Donc, on est à un waouh, moment de l'histoire c'est où il y beau. a besoin de, où il y a besoin de tous ces acteurs-là qui coopèrent ensemble. En fait, franchement, on n'y arrivera jamais chacun de notre côté. On a besoin de personnes qui font des podcasts, on a besoin de personnes qui écrivent des livres, il y en a besoin qui sont en politique, d'autres en économie, d'autres qui changent le système, d'autres qui essayent de le reformer. Enfin, on a besoin de tout le monde et essayer de le faire dans la même direction, bien sûr avec des moyens différents, mais on a besoin de tous ces acteurs-là. Et donc, en fait, on est à un moment de l'histoire où il a jamais été aussi important de coopérer. Mais au même moment, on est dans une société qui n'a jamais été aussi individualiste. On n'a jamais aussi peu su coopérer. Et donc, c'est cette crise du nous où là, je me suis dit, waouh, en fait, mais face à ce double constat extrêmement alarmant, moi, j'ai envie de réapprendre à faire ensemble. Parce qu'en fait, ce constat-là, je me le porte avant tout à moi-même. Je suis quelqu'un, quand même, qui a aujourd'hui été baigné pendant plus de 25 ans dans une société individualiste. Et du coup, parfois, je me surprends par des mécanismes hyper individualistes et beaucoup moins collectivistes et en communauté. Et ça, ce qui est ouf,
c'est qu'on peut voir la différence entre les générations. Moi, quand je parle à ma grand-mère ou à des générations d'avant, en fait, on voit bien à quel point en quelques années, ça a pu changer notre récit. Du coup, je me suis dit, bon, bah, comment on réapprend à faire ensemble et comment ensuite je peux partager ça. Et donc, pendant 1 an, c'est là où je suis parti en exploration dans toutes ces communautés, dans tous ces collectifs qui soit perpétuent un mode de vie collectif depuis des centaines d'années, voire pour certains et certaines des millénaires, et puis aussi d'aller voir comment d'autres personnes, d'autres collectifs réinventent notre manière de faire ensemble. Notre monde y change, donc notre manière de faire ensemble aussi. Donc ça, qu'est-ce que ça change notre manière de coopérer? Donc j'ai fait 1 an d'exploration. C'était toute l'année 2023. Et en 2024, j'ai pris le temps de synthétiser tout ce que j'ai pu vivre, le digérer. Et ça a donné notamment un livre qui vient de sortir il y a 2 semaines qui s'appelle Faire Tribu et qui raconte ces différentes communautés, qui rentre un peu comme dans un récit d'exploration qui va rentrer dans le quotidien de ces communautés, voir comment vivent les Samis, le dernier peuple autochtone d'Europe, voir vivre comment l'abbaye de Lérins, ces moines qui sont là sur une île depuis le 4e siècle, ou comme on l'a vu, la rencontre des sphères est aussi dans ce livre-là. Donc, comment on arrive à créer du commun, à créer la coopération entre des individus extrêmement différents. Bah, il y a un outil qui peut être fort, c'est ce qu'on appelle la musique. Et voilà, comment la musique nous permet de faire ensemble. Et donc, voilà, c'est toutes ces explorations-là, ces immersions qui ont pour but pour moi de, petit 1, nous réinspirer, de renouer avec cette puissance du collectif. Hein. À quel point ça fait du bien de faire ensemble. Je connais pas grand monde qui n'a pas vécu un moment fort où il s'est dit: «Oh waouh, là, on fait ensemble» et c'est vraiment quelque chose de magique. Donc il y a ce truc-là de renouer avec cette puissance du collectif et puis deuxièmement, c'est surtout nous donner des outils. Comme moi, on m'avait jamais appris, j'ai eu la chance au travers de ces communautés d'avoir des outils, me dire: «Ah mais oui, en fait, ça s'apprend de faire ensemble». Même si on l'a en nous, comme on nous dit pas de le faire, bah, en fait, il y a peut-être des nouveaux outils pour, des nouveaux ou des anciens d'ailleurs, qui nous permettent de renouer avec, cette manière de faire ensemble. Et du coup, le but de ce livre, c'est aussi partager certains outils très concrets qui nous permettent de sortir de la solitude et aller vers l'autre. Très, très, très beau. Et c'est quoi les outils, tu parles de musique. Est-ce que, pour essayer de résumer, en gros, ce que t'as réalisé, parce que, en gros, une famille, c'est une communauté, les Français, on est une communauté. Ce que t'as réalisé, du coup, c'est qu'il y a un peu des good practices, genre, qui disent, bah, en fait, ça va faire que ta communauté, elle va se construire, ou au contraire, elle va se détruire, il va y avoir des tensions. Et du coup, ce que tu partages, c'est un peu les bonnes manières, les petits conseils qui permettent à ta communauté qu'elle parte en cacahuète et tout, c'est ça? C'est ça. Entre autres. Déjà de trouver sa communauté, c'est un point qui est Ouais. important. Donc je donne quelques billes en fait. Comment, voilà, quand on veut faire ensemble, comment on trouve sa communauté ou ses communautés, ses tribus. Et puis surtout, bah, quand on est dedans, comment on accueille aussi les personnes, comment on fait ensemble. Et puis ensuite, c'est en effet une fois qu'on a ça, bah, comment on arrive à perpétuer cette communauté, comment on la fait vivre. Et franchement, si je dois résoudre, enfin essayer de synthétiser tout ce livre en une phrase, c'est trouver les bons curseurs, les bons outils qui nous permettent d'ajuster le jeu avec le nous. C'est ça une communauté. Une communauté, c'est une somme d'individus qui doit ne plus se transformer en somme, mais en une multiplication de talents. C'est ça pour moi une communauté, c'est qu'on arrête d'aller ajouter chaque individu, c'est pas ça, c'est qu'on arrive à multiplier tous les talents et que chacun et chacune puisse trouver sa place. Et pour ça, bah en fait, moi j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. C'est un des grands principes, en fait, se reconnecter à soi pour se connecter à l'autre. Je sais que tu pratiques des techniques de respiration et de méditation. Bah en fait, ça a été prouvé scientifiquement que la méditation nous rend plus empathiques et du coup nous permet de mieux faire ensemble. Par exemple, et je me permets de citer cette étude qui a été menée par des Américains et qui en fait ont mis dans une même pièce des personnes qui avaient eu un stage de méditation de 10 jours et d'autres personnes qui n'avaient pas eu ce stage-là. Il faut rentrer dans cette pièce une personne qui pardon, si je réexplique ça, dans cette pièce, il y a que des chaises qui sont pleines et ils font s'asseoir sur la dernière chaise la personne qui vient d'arriver et qui veut le tester. Et ensuite, ils font venir une personne qui a un handicap, qui soit est aveugle, soit a une jambe en moins, etc. Ou en tout cas qui aurait besoin de s'asseoir. Et toutes les personnes autour de la personne qui est testée ne vont pas se lever, ils vont regarder à droite, à gauche, mais il y a personne qui se lève pour voir si la personne qui est testée va se lever ou pas. Eh bien, ce qu'on a regardé, c'est que les personnes qui ont fait de la méditation, ils sont, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est de 40 à 60% plus enclins à se lever comparé aux autres.
Ok. Donc ça, c'est à quel point la méditation est un outil très pratique pour se relier à l'autre, parce qu'en fait, quand on se relie à soi, ben, ça nous permet d'avoir ensuite plus facilement de l'ouverture vers l'autre. Et pour moi, ça va avec la confiance, le fait d'être bien ancré, d'être bien stable. Ça te permet de ne pas te méfier. Enfin, je sais pas si toi t'as ça personnellement, mais je sais quand je suis pas très très bien ou pas de bonne humeur ou que j'ai mal dormi, j'ai tendance à voir l'autre comme plus un quelqu'un qui est là pour me faire chier, alors que quand t'es dans une good vibe, t'as envie de partager. Ouais. Ok, Exactement. ok, c'est hyper. Et on se racontait un peu ce que tu fais du coup là en randonnée récemment, et on se demandait c'est quoi en fait, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas une communauté. Genre, est-ce que juste le fait d'appartenir à genre là, ma copine elle est médecin. Est-ce que il y a une communauté de médecins si elle y participe pas du tout, tu vois, ou est-ce qu'il y a la communauté de, moi j'habite à en Josas, est-ce que les Jovassiens en forment une communauté structurellement, ou est-ce qu'il faut quand même que, bah non, ça soit un truc qui soit alimenté, tu vois, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu ne mets pas dans le mot communauté? Ouais, c'est une super bonne question. Aujourd'hui, pour moi, en fait, tout groupe peut devenir une communauté. Dans le sens où rassembler des gens ensemble à l'échelle de la France, à l'échelle de ton village, à l'échelle d'une profession, eh bien, de base, c'est un groupe. Donc, un groupe, par définition, c'est des personnes, c'est une entité de personnes, de plusieurs personnes. Et en fait, ce groupe-là peut devenir pour moi une communauté s'il y a 3 critères. Déjà, le premier, bon, ils l'ont tous, c'est d'être plus de 2 personnes. C'est un groupe. Le deuxième point, c'est d'avoir un objectif commun ou Ok, d'avoir des circonstances communes. ok, Donc, en fait, là, de ce que tu viens de me décrire, les circonstances communes, dans ton village, tu l'as. L'objectif commun pour les médecins, je suppose qu'ils l'ont. Et ouais, enfin, le dernier point, c'est de agir collectivement vers cet objectif commun. Pour moi, dans la notion de communauté, il y a cette notion d'action pour aller ensemble vers le même endroit. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que tout groupe peut devenir une communauté, dans le sens où, de un, il faut parfois juste se dire, ah, mais oui, en fait, c'est vrai que toi, t'es médecin, moi, je suis médecin. En fait, on fait partie de la même communauté. Bon, pour les médecins, c'est peut-être un peu plus simple parce que il y a notamment le serment d'Hippocrate. En fait, ça montre ouais, bien que tu as une communauté. Tu t'engages pour pour la la même personne qui est à chose en côté de fait. toi Mm, s'engage pour la même chose. Donc ouais, ça, voilà, il y a ce serment-là. Et puis, le deuxième point, c'est donc une fois que on le rend visible, on le sait, et ça, c'est hyper puissant. Rien que dans une famille, dire, ah oui, mais en fait, on appartient à la même famille et voilà ce qu'on partage, c'est très fort. Et le deuxième point, c'est dans l'action. En fait, aujourd'hui, ce qui est montré, c'est que voilà, il y a différents types de communautés. Il y a des communautés d'intérêt, des communautés d'action, des communautés apprenantes. Et en fait, moi, mon but, ça n'a pas été de répertorier toutes les différents types de communautés. ouais. Mon but, c'est de se dire, en fait, on a besoin de faire ensemble, que ce soit pour de l'intérêt commun, que ce soit pour de l'apprentissage commun, quoi qu'il en soit. Le truc, c'est que pour nous, on a besoin de faire groupe, donc faisons groupe. Et ensuite, comment on arrive à nourrir ce sentiment-là. Et là, c'est un dernier point qui est pour moi essentiel, de pouvoir aussi en partir. C'est ça qui est important dans une communauté, et ce qui, d'ailleurs, la Donc la différencie des secte. sectes, c'est que en fait, tu peux en partir, et c'est un élément extrêmement fort. Et si on a la capacité de offrir vraiment une diversité d'engagement, une diversité de chemins d'engagement qui aussi annonce la fin, parce que voilà, on n'est pas obligé, comme chez les moines, quand on s'engage, c'est à vie, mais toutes les communautés c'est pas obligé d'être à vie dans cette communauté-là. Et ben, comment on offre aussi un bon moyen d'accueil, on l'a dit, mais aussi de déclusion, de conclusion d'un engagement. Ça, c'est ce que j'ai remarqué chez les communautés qui est extrêmement fort. Et moi, j'interviens beaucoup en entreprise. Souvent, l'onboarding, c'est quelque chose qu'ils ont en tête, même s'ils n'ont pas forcément tous les outils, etc. Donc, c'est ce processus d'accueil. Mais il y en a très peu qui ont un vrai processus de départ. Bon, il y a le fameux pot de départ, mais de un, ça se passe pas toujours bien. Et de deux, en fait, comment après, quand la personne est partie, tu dis, bah, quel rôle elle veut jouer, etc. Moi, il y a plein de communautés dans lesquelles je ne suis plus, mais comme il y a eu un beau processus de déclusion et de départ, et ben, je me sens encore hyper relié à elle. Et du coup, il y a plein de moments où je suis un peu un trait d'union avec elle et d'autres communautés, où je leur file des coups de main de temps en temps. Et donc, pour moi, c'est aussi un point qui est extrêmement important. Lorsqu'on fait groupe, lorsqu'on fait corps, de tribu, il y a besoin de bien accueillir. Mais il y a aussi, lorsque c'est nécessaire, d'en avoir un vrai processus de départ qui soit bien fait, que la personne puisse trouver sa place en dehors de la tribu. C'est très 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 intéressant cette histoire de d'outboarding, parce qu'en effet en fait c'est ça qui fait que ça se passe bien et que tu quittes ton groupe dans les, et je crois que t'as été au scout aussi, enfin t'as fait cette immersion chez les scouts, et
quand Ouais, tu pars du scoutisme, il y a tout un truc où enfin, tu pars jamais, genre t'es scout toujours, mais néanmoins, tu dis adieu avec des flambeaux et ça y est, tu t'en vas, tu fais plus partie, mais t'es quand même dans le truc. voilà. C'est ça qui est beau. Et ouais. Et donc si on est sur les scouts, je vais réutiliser un outil qui est pour moi aussi essentiel et sur lequel on peut énormément s'inspirer. C'est ce qu'on appelle la promesse. La promesse chez les scouts, c'est chaque année, ils redisent pourquoi ils s'engagent en tant que scouts dans ce groupe. Ça leur permet deux choses. Ça leur permet premièrement de se redire pourquoi moi en tant qu'individu, je suis engagé chez les scouts. Et en fait, on peut être chez Scout pour plein de raisons, comme on peut être dans une communauté pour plein de raisons. Bah, chez Scout, on peut être pour plein de raisons. D'autres, ça va être le lien à la nature, d'autres, ça va être pour avec leurs potes, d'autres, ça va être pour s'offrir des vacances l'été, etc. D'autres, ça va être pour un engagement religieux ou spirituel. Bref, il y a plein de raisons pourquoi. Et donc, de savoir soi-même pourquoi on fait les choses, c'est un point qui est essentiel. Tu sais, il y a le philosophe Nietzsche qui dit, un homme ou une femme qui a un pourquoi comme raison de vivre peut vivre avec n'importe quel comment. Mhm. Mais en fait, dans son engagement, c'est la même chose. Si on a un pourquoi dans son engagement, eh ben, on peut s'engager avec n'importe quel comment. C'est-à-dire que même quand ça va être un peu plus difficile dans la communauté, un peu plus difficile avec le groupe, ben, on va savoir un peu aller sous la vague et puis dire ok bon bah maintenant j'y vais et puis je donne l'énergie nécessaire quand c'est un peu plus difficile. Donc ça c'est le premier point. La promesse permet de dire pourquoi on s'engage et surtout ça permet de le dire pourquoi aux autres. Et en fait, c'est hyper important que moi je sache que dans cette communauté, tu es là pour ça. Et du coup, ça permet de aussi s'engager pour l'autre. Et c'est un point qui est essentiel dans les communautés. Et moi, je milite pour que, tu vois, c'est marrant, j'ai eu cette discussion la semaine dernière avec un dirigeant d'entreprise qui me disait, en fait, c'est vrai que quand on entre dans la communauté de l'entreprise, en gros, tu dis pourquoi tu t'engages, etc. Parce que tu signes ton CDI, tu as les entretiens d'embauche, etc. Mais après, plus jamais on te dit pourquoi tu es là et tu montres plus jamais t- de manière explicite ton engagement. Ouais. Et en fait, je me dis, bah en fait, tu peux, comme chez les scouts, où tous les ans ils redisent leurs promesses, c'est un processus annuel. Tous les ans, ils peuvent refaire leurs promesses. Bah en fait, pourquoi dans ta communauté, dans ton entreprise, tous les ans, tu ne dirais pas, ben voilà, moi je suis là et c'est pour ça. Ouais, ok. Et moi, j'ai des communautés de pairs où en fait, on va se faire. On va se dire, bah voilà, tous les ans, si je donne du temps, de l'énergie, etc., c'est pour ces raisons-là. Ça, je pense que c'est assez essentiel. Et ça résonne avec un truc qu'on faisait, en école d'ingé, on a donné des espèces d'ateliers justement, sur des projets, et en fait, la leçon, c'était de se dire, ne pas oublier ta boussole, quoi. Genre, où est-ce que tu veux Ouais. aller, et que ce le rappeler, que ce soit au début, que ce soit se le rappeler. Et même, je trouve que personnellement, tu vois, c'est toi qui m'as donné un exercice incroyable en mode, mais où est-ce que, genre, pourquoi est-ce que tu travailles? Et ça, comme tu dis, ça aide quand t'es en difficulté de te dire, ah oui, bon, en fait, je me rappelle que c'est pas tout de suite, mais un de ces jours, tout ce que je fais là, mais toutes ces difficultés, elles peuvent mener vers cette boussole, quoi. Ok. Et comment est-ce que intégrer une communauté, ça peut, enfin, en fait, tu t'as déjà répondu, évidemment, qu'intégrer du coup une communauté, ça peut aider à être heureux, et pourquoi ça permet de s'engager? Enfin, pourquoi l'engagement est plus facile en communauté? Euh, Parce que je pense qu'on ne s'engage rarement que pour une cause. Ok. On s'engage avant tout pour les liens. Et moi, je bosse avec beaucoup aussi d'assos, etc. Et ce qu'elles se rendent compte, c'est que quand on rentre dans une communauté d'engagement bénévole, même dans une entreprise sociale, écologique, etc., Hmm. initialement, on y va pour l'impact, pour ah bah en fait je rentre dans cette communauté parce que je sais pas, je vais à Team Force the Planet, la communauté qui rassemble les dons de nombreuses personnes, parce que en fait ça peut avoir un changement au travers de l'outil financier qui peut être ouf. Je rentre dans la communauté, moi j'aime beaucoup une entreprise qui s'appelle Ticket for Change. Je rentre dans Ticket for Change parce que je pense que l'entrepreneuriat social ça peut. Je rentre dans la communauté des moines parce que en fait la religion c'est quelque chose qui me porte. Ok, ça c'est l'impact. Et en fait, on se rend compte que les personnes, elles restent dans cet engagement, dans ces communautés, avec les personnes. Parce que les liens qu'elles ont tissés avec ces personnes-là les nourrissent, les font évoluer, les font se transformer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable de voir. Et quand on fait des mesures d'impact, moi j'ai la chance d'avoir, je suis en contact avec pas mal de dirigeants d'associations et qui me disent, en fait, quand on fait la mesure d'impact, en fait, les gens, ils sont trop contents parce que ils- les liens les ont nourris, ils ont appris des Ouais, ok. choses, etc. avec les personnes. Et en fait, oui, s'il n'y a pas d'impact, les gens ne viennent pas et ça ne permet pas de nourrir l'engagement. Mais une fois qu'il y est, en fait, les gens viennent aussi et surtout pour les liens et donc, du coup, pour la communauté. Donc ça, c'est un point qui est essentiel.
Et ensuite, moi, c'est un point que j'aimerais vraiment aborder sur ça, c'est que la communauté nous permet de nous transformer individuellement. J'ai essayé de faire l'exercice, moi je le fais souvent, c'est qu'est-ce qui m'a transformé moi personnellement? Mais en fait, Vas-y. quand je regarde toutes les grosses transformations, ça a toujours été des personnes. En fait, ça c'est prouvé. C'est ce qu'on appelle le parasocial. En fait, on est des êtres de communauté, hein. Si on est là aujourd'hui, je le répète, mais c'est parce qu'on a su coopérer. En fait, il y a 40 000 ans notamment, on a à un moment coexisté avec l'homme de Néandertal. Il était plus fort, plus rapide. Et pourtant, lui s'est éteint, l'Homo sapiens non. Bah, l'une des raisons pour ça, c'est qu'on a su coopérer. Aujourd'hui, cette société de coopération nous a fait naître un besoin fondamental qui est un besoin d'appartenance. En fait, à cette époque-là, notre cerveau, il disait quoi? Il disait, si t'es tout seul, tu meurs. Donc, appartiens à un groupe. Sauf que aujourd'hui, on n'a plus ce besoin de faire ensemble, quoique, parce que on a, moi, je dois pas chasser le mammouth pour avoir à manger. Je peux facilement le trouver, etc. Mais même si je pense que le faire ensemble permet d'aller répondre à ces moyens, tout qui nous entoure, on nous dit plutôt fais seul. Et pourtant, on a ce signal-là de fais seul. Et pourtant, biologiquement, notre corps nous dit non, on a besoin d'appartenir à un groupe. Et donc ça, ce besoin d'appartenance nous crée un autre besoin, c'est un besoin d'être accepté par le groupe et du coup de lui ressembler. Et donc, je pense qu'on peut le voir, et notamment l'exemple typique, c'est l'exemple de l'adolescence, mais à tout moment et à toutes nos phases de vie, quand on est dans un groupe, on essaye souvent de faire la même chose que la majorité du groupe. Donc, c'est ce qu'on appelle le mimétisme parasocial. Et ça, en fait, ça nous permet de nous transformer. Et pour ça, j'aimerais citer une étude qui est passionnante. C'est une étude qui a été menée en Californie et ils ont essayé d'aller voir comment on arriverait à réduire, à l'échelle d'un quartier, la consommation d'énergie des maisons. Du coup, ils ont fait 3 quartiers différents et ils leur ont donné à tous ces quartiers-là une même information qui était comment réduire techniquement sa consommation d'énergie. Une fois qu'ils avaient donné ces informations techniques, au premier quartier, ils sont allés leur donner une petite brochure qui leur montrait à quel point baisser leur consommation d'énergie allait leur permettre de gagner de l'argent. Donc là, ils étaient vraiment sur l'aspect financier. Ouais. Deuxième quartier, ils sont allés les voir et ils leur ont donné la brochure de toutes les informations qui leur montraient à quel point ça allait avoir un bel impact pour la planète. Donc là, c'est le vision humaniste, Ouais. sociétale de Ouais. voilà à quel point ça pourra avoir un changement pour le bien commun. Le dernier quartier, ils leur ont donné les informations de les autres quartiers de manière fausse et parfois factuelle, de à quel point ces autres quartiers avaient changé leur consommation d'énergie et les personnes autour de toi dans ton quartier changeaient leur consommation d'énergie. Le seul quartier qui a eu une diminution d'énergie, c'est le troisième quartier. Parce que en fait, si mon voisin il réduit sa consommation d'énergie, eh ben moi j'ai envie de réduire la mienne aussi. Et donc ça montre, c'est un exemple qui montre à quel point on est des êtres sociaux et donc du coup on se transforme à l'échelle du groupe. Qu'aujourd'hui, donc c'est pour ça que si on reprend le fil des liens forts et des liens faibles, les liens faibles, ils permettent pas des transformations intérieures. Par contre, si ma boulangère, elle me dit tous les jours, mange du pain sans gluten plutôt que du pain avec gluten, je vais dire oui, oui, mais ça va rien me faire. Par contre, si ma compagne et mes meilleurs potes avec qui je suis tous les jours mangent du pain sans gluten, eh ben moi, au bout d'un moment, je vais manger du pain sans gluten. C'est comme ça, par exemple, que je suis devenu végétarien. C'est qu'à force d'être entouré de personnes qui mangeaient végétarien, qui me montraient à quel point c'était important, bah, je suis devenu végétarien. Parce que c'est des personnes avec qui je me retrouvais et à qui j'avais envie de ressembler. Et donc, c'est pour ça que aussi, c'est un peu parallèle de la notion d'engagement, mais si on s'engage, c'est certes pour le monde, mais c'est aussi pour soi. Et cette transformation personnelle, individuelle, elle se passe à l'échelle de la communauté. C'est très porteur d'espoir en plus, ce que tu dis là. Ce côté, si on est assez, ça répond un peu à eh oui, mais nous on va pas faire d'efforts, la Chine ils en font pas, mais en fait si tous les pays prennent de nouvelles habitudes, t'as pas envie d'être le dernier pays qui fait n'importe quoi. C'est, Exactement. écoute, j'ai 5 questions que je vais te poser auxquelles je serais chaud qu'on réponde vite, mais est-ce que je peux te poser une dernière question Ouais. sur comment, en gros, là on vient de parler de tous les aspects archi positifs des communautés. Non, pardon, une question un peu plus rapide mais très concrète. Je suis dans une grande ville ou je suis dans un village, je me sens seul parce que j'ai pas la chance de faire du sport ou mes potes ou ma famille sont loin. Comment je trouve ma communauté? Ouais. Alors moi, j'ai la stratégie du trait d'union. Ok. La stratégie du trait d'union, c'est, comme on le disait avant, arriver dans un groupe, c'est hyper dur. C'est franchement, si on reprend la métaphore de la course à pied,
pour moi, c'est déjà un bon 20-25 kilomètres à pied, tu vois. Ok. Et donc, en fait, il y a des étapes avant. Et notamment, l'étape avant, c'est les relations interpersonnelles. Comment on peut trouver une personne qui va pouvoir nous créer, tu parlais de confiance, c'est un terme qui est essentiel pour faire communauté, c'est la confiance qu'on a en soi et en l'autre. Et en fait, on voit que la confiance, elle est intime. Il est beaucoup plus simple de créer la confiance avec une personne qu'à l'échelle d'un groupe entier. Donc, la stratégie du trait d'union, c'est d'abord, je reprends confiance en moi et en l'autre avec une personne, deux personnes. Et là, déjà, je crée des relations, je prends soin de cette relation, etc. Mon muscle, du coup, social, il commence un peu plus à s'activer. Et puis, une fois que je me sens bien avec cette personne-là et que je me sens à l'aise d'aller un peu plus loin, là, pourquoi pas dire, OK, ce club de sport, ça me dirait bien, mais vas-y, ça te dit, on le fait ensemble. Ou peut-être que cette personne-là, elle est déjà dans ce club de sport. Et donc, du coup, en plus, une fois que vous arrivez dans ce club de sport-là, elle peut dire, ah, mais tiens, je te présente Clément, il a fait telle chose, telle chose. Et du coup, cette technique du trait d'union-là, elle permet de mieux se connecter à un groupe et surtout de donner de l'élan. Le plus important, c'est l'élan. Il C'est de faut se se remettre en lancer, quoi. marche, c'est de se C'est ça. lancer. Et donc d'avoir une personne, c'est toujours plus simple. Et notamment si vous connaissez une autre personne qui se sent seule, parce que comme je vous l'ai dit, il y a chez les jeunes 62% des jeunes qui sont seuls. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et je suis sûr dans votre entourage vous en avez. Et comment vous pouvez prendre contact avec elle et puis ensuite dire ok on est tous les deux dans la même galère, on a un peu du mal. Et comment on peut réenchanter notre collectif et aller renouer avec quelques groupes qu'on connaît ou pas et s'entraider dans cette démarche-là. Voire même, si tu t'as pas forcément envie de dire gros, je me sens super seul ou salut, je me sens seul, tu peux dire juste ça te dit prendre un verre et en fait, Exactement, oui, oui. c'est très rare que quelqu'un dise en mode ouais encore un connard qui me propose un verre. Normalement, tu peux, ça marche bien. Ok, merci beaucoup. Donc le trait d'union, et c'est un côté un peu fécondité aussi quoi. C'est tu tentes des traits d'union et puis un jour il y en a un avec lequel tu vas te nouer d'amitié ou non ou qui va t'ouvrir d'autres amitiés quoi. Voilà. Et un dernier point sur ça aussi pour dédramatiser, on n'est pas fait pour être dans tous les collectifs et tous les collectifs ne sont pas faits pour nous. C'est-à-dire que si vous étiez un club de sport, alors que vous adorez, je sais pas, le judo, vous entrez dans un club de judo, mais que les valeurs, elles vous parlent pas, les personnes qui y sont, vous partagez pas grand-chose avec elles, c'est pas grave. Il y a plein d'autres clubs de judo, il y a plein d'autres choses sur lesquelles vous pouvez partager. Et en fait, ça, c'est aussi un point qui est important. Parce que je pense que notamment, euh, c'est une vision un peu plus ancienne de la communauté en fait, t'es dans ce truc-là, donc du coup, tu dois rester toute ta vie. En fait, si ça te nourrit, oui, mais si ça te nourrit pas, regarde à quel point ça te nourrit pas, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te nourrit pas, et puis en fait, si t'es plus en adéquation, tu peux partir. Et c'est une bonne transition avec les communautés du coup elles peuvent être différentes, elles peuvent avoir des valeurs différentes. Et c'est ça qui parfois peut créer des guerres. Comment est-ce que tu préviens petite guerre tout de suite, mais tu vois, c'est ça qui prévient des oppositions. Comment du Bah coup oui, tu préviens cet aspect négatif des communautés qui est, je sais pas si c'est ça le communautarisme, mais comment tu préviens ça? Comment tu fais en sorte de si. dire, tiens, j'ai une bête de communauté, on est régulièrement on est des scouts, mais on considère que tous les autres humains et tous les autres scouts c'est nos potes. Enfin, genre, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que dans 2 ans, tu tapes pas avec les autres mecs parce que juste ils ont une petite Ouais, différence dans la manière de louer leur lacet, tu vois? exactement. C'est un point qui est essentiel et moi, je peux l'appeler un combat, hein, c'est mon combat de tous les jours. Vous l'avez vu au travers du podcast, c'est hyper important pour moi de faire ensemble. Je crois énormément à cette échelle-là. Le grand danger, c'est le communautarisme et la fragmentation de notre société. C'est-à-dire que, en effet, les scouts qui pensent de cette manière-là et les scouts qui pensent d'une autre manière, comment on fait pour qu'ils se rejoignent et qui ne font pas, parce que je pense que c'est important d'avoir deux communautés différentes, mais au moins qui se tapent pas dessus et qui, pourquoi pas, des fois, s'entraident, portent des projets communs, etc. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, comment on arrive à créer des ponts entre les communautés. Et pour ça, pour moi, à l'échelle de la communauté, il y a premièrement, c'est deux choses qu'on a déjà dites en fait là. Le premier point, c'est de permettre aux personnes de sortir de la communauté. Et notamment, on le voit, c'est un processus qui est dans énormément de communautés. Souvent, avant d'y rentrer et même dans le processus au sein des communautés, il y a des espaces où la personne sort de la communauté juste pour voir ce qui se passe ailleurs. Ça la permet deux choses. Ça permet de déjà s'ouvrir au monde, voir toute la diversité qu'il peut y avoir et que ce qui est fait dans la communauté, ça ne fonctionne pas forcément dans d'autres communautés. Le deuxième point, c'est que ça permet à la personne de vérifier si ce qu'elle vit à la communauté, en fait, ça lui convient vraiment. Peut-être que des fois, tu dis, ah, mais je sais pas, j'ai mangé des nouilles toute ma vie, je découvre le riz. Ah, mais en fait, j'adore aussi le riz et peut-être qu'en fait, je peux pas les nouilles. Et donc, voilà comment je peux m'ouvrir à ça. Et puis, le troisième point, c'est que ça permet de créer des liens avec les autres communautés. Et là, c'est Des un point traits qui est d'union en essentiel et fait. c'est Si tu te fais des traits exactement. d'union.
C'est la deuxième technique du trait d'union à l'échelle des communautés. Donc, c'est le même terme, mais à l'échelle des communautés. Et ça, on le voit beaucoup. Et notamment, c'est un métier qui commence à de plus en plus être présent au sein des entreprises qu'on appelle les Chief Ecosystem Officers. C'est les personnes qui vont être liées à l'écosystème et leur but, ça va être de mettre en lien la boîte avec les différents partenaires, avec les différentes boîtes, parfois concurrentes, mais qui en fait peuvent faire de la coopétition ou porter des sujets communs. Et ça, c'est un point qui est essentiel. C'est comment on arrive dans notre communauté à créer des traits d'union, des personnes qui puissent nous lier à notre communauté. Et enfin, le troisième point, et là, c'est un terme un peu scientifique, mais ce qu'on appelle les écotones. Est-ce que tu sais ce que c'est un écotone? Écotone? Écotone. Non. Ouais. Un écotone, dans l'environnement, c'est un espace où on va être au milieu de deux environnements. Mettons, il y a à côté la mer, dans un autre environnement, un côté un peu marécageux. Et au milieu de ça, il y a une période un peu de tampon dans cette zone entre la mer et le marécage. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'écotone. Un Ce peu qui a la été lisière de prouvé la forêt scientifiquement. aussi? Exactement, la lisière de la forêt, le rivage, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle des écotones. Et en fait, ce qui a été prouvé, c'est que c'est dans ces lieux-là qu'il y a le plus de biodiversité. Ces lieux-là qui sont le plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent les deux écosystèmes. Et en fait, ce qui peut être génial dans une communauté, c'est de créer son écotone. C'est que, notamment, tu vois, si je prends l'exemple du monastère, eux, ils ont leur cloître et ils ont créé autour un écotone. Et dans cet écotone, c'est quoi? C'est qu'ils ont notamment une hôtellerie et une boutique qui sont, en gros, des outils plutôt en dehors de leur monde, puisque c'est des outils économiques que tout le monde comprend, tout le monde sait comment rentrer dans un hôtel et que tout le monde sait comment on va dans un magasin. Et ça permet de créer le lien avec la communauté des moines qui ont une communauté, voilà, de prière, etc. Parce que ce qu'ils vendent, c'est leurs produits qu'ils réalisent et puis ils vendent quelques outils religieux, enfin des produits religieux. Et donc, ces endroits-là, ce qu'on peut appeler des écotones, parce qu'ils vont mélanger ces deux écosystèmes et ça va être du coup des moments hyper riches. Et moi, j'invite chaque communauté à dire, mais c'est quoi mon écotone? Qu'est-ce que je peux créer autour de moi? Qui sont des espaces qui vont mélanger mon écosystème à moi avec d'autres écosystèmes et qui vont être super riches. C'est puissant. Je te remercie, Hugo. On a un peu dépassé. On peut prendre 5 minutes ou pas? Et t'as 1 minute Bien sûr. par question. Vas-y. Allez, En plus, c'est les questions qu'on a fixées avec Charles un peu, ça serait un peu les 5 questions classiques du podcast. Donc, vas-y. écoute, le but, c'est quoi? Ça va se porter sur un peu plein de thèmes différents. Et donc, réponds-y le plus vite possible. Écoute, Ok. première question. Est-ce que tu peux nous raconter un saut ou une bascule? On a appelé ça une bascule de conscience, mais en gros, un moment dans ta vie où ta vision du monde a changé, où vraiment tu te dis, ouais, j'étais plus le même Hugo qu'avant parce que j'ai compris quelque chose, quoi. Il y en a eu plein. Et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. C'est sûr. Dans le livre, je raconte une communauté qui s'appelle Vipassana, qui est une communauté de méditation dans laquelle pour entrer, il faut faire 10 jours de méditation. On est assis en silence de 4 heures jusqu'à 22 heures. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pourrais pas me relier aux autres si je me reliais pas à moi. Et que en fait, pour me relier à moi et à l'autre, il fallait que j'accepte toutes mes facettes et notamment ma vulnérabilité. Parce que faire ensemble, c'est aussi accepter d'être vulnérable et qu'on a besoin de l'autre. Et je pense que ça a été mon gros shift, ma bascule, qui a fait que aujourd'hui j'essaye de faire un peu plus ensemble. Merci. Qu'est-ce qui te garde l'espoir quand on parlait de Trump tout à l'heure, tu travailles le matin, que tu vois qu'il se passe n'importe quoi, tu vois qu'il y a un mec dans la rue, un connard, et là, il a encore un nouveau record climatique. Qu'est-ce qui fait que tu gardes ton sourire que t'as tous les jours? Euh, Notre capacité collective. Pour ça, c'est simple. Il y a une question que moi j'adore poser aux gens. Je fais beaucoup de stop et en fait, quand je leur demande leurs plus beaux souvenirs, 99% des gens sont des souvenirs collectifs. On a tous à un moment, un peu un moment waouh où on s'est dit que le collectif nous dépasse et cette puissance-là, pour moi, elle est essentielle parce qu'elle nous relie à qui on est, elle nous rend vivants et puis surtout, elle peut déplacer des véritables montagnes. Et je pense que c'est ça qui me permet de renouer avec cet espoir. Ok.
Et en même Ouais, temps, je dirais que c'est ça. c'est beau parce que comme tu l'as dit toi-même, on est tellement éloigné de ce dont on a besoin et donc si on arrive à reconstruire ce collectif, on peut changer à une vitesse tellement largement supérieure. Ok, merci. Est-ce que t'as une ou des personnes qui t'inspirent et c'est quoi les qualités une personne qui t'inspire, ce Ok. serait quoi la qualité qu'elle t'inspire? J'ai tellement de personnes qui m'inspirent. Mais je veux dire, la dernière personne avec qui j'ai pu discuter là juste avant, j'étais au tel avec. Moi, c'est Mathieu Dardaillon, qui est un mentor et maintenant ami. Et il m'inspire sur beaucoup de choses. Donc lui, il a fondé Ticket for Change, une école d'entrepreneuriat social. Et je pense que ce qui m'inspire chez lui, c'est sa capacité à percevoir les signaux faibles dans un monde en pleine mutation. Et en fait, un point qui est pour moi essentiel, c'est que voilà, on est dans un flot d'informations et à quel point on arrive à prendre du recul pour comprendre ce qui bouge pour le monde, mais surtout pour nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez essentiel. C'est quoi tes piliers pour être stable dans ce monde qui bouge? Mon premier pilier, moi, c'est mes proches, ma famille, ma compagne. C'est mon pilier. Mon deuxième pilier, pour moi, c'est de sentir mon corps vivant. J'ai la chance d'être en bonne santé. Et je sais que si je fais pas du sport, je bouge pas mon corps dans la journée, je me sens pas stable. Le deuxième point, enfin, le troisième point, c'est un point que je pense qu'on partage, mais c'est la respiration et la méditation. Euh, j'ai besoin de ça. Et C'est lié avec ce que tu disais tout à l'heure, te recentrer, te connaître, être authentique. exactement. Et je pense que le dernier point de ce qui me permet de mon stable, et je pense que si je renoue à l'espoir, c'est aussi ça. Moi, je trouve qu'il y a rien de plus beau dans la vie que des grandes tablées. Des grandes tablées où les gens sont différents, rigolent, partagent, etc. Et ouais, moi, l'un de mes piliers aussi, c'est d'organiser ces grandes tablées et de montrer que en fait, on peut être vachement différent et pourtant partager le même repas. Et surtout de voir que dans toutes ces différences, eh ben, il y a peut-être une grande majorité aussi de choses qui nous rassemblent. C'est un concept qui s'appelle l'irénisme, se focaliser sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Et je pense Ok. qu'on a beaucoup à gagner de l'irénisme. Et ce serait qui un autre invité que t'aimerais voir à ce micro? Ah, ce micro. Euh, pour changer d'air, Ouais. moi j'ai quelqu'un qui m'inspire et qui peut être extrêmement intéressant. Et je, tu vois, moi j'ai pensé directement, mais je pense que tu as déjà invité Déborah. Ouais, des beaux, bien sûr. Déborah, tu l'as déjà invité. Et Déborah, écoutez-le tous, je le mets en lien, il est excellent. Très fort, Déborah. Mais Déborah, si on part, tu vois, je sais qu'on a une relation commune, mais je dirais peut-être Jean-Pierre Gou. Jean-Pierre Gou, qui est un auteur qui a écrit notamment l'année dernière La Petite Princesse, La Révolution bleue. Et, euh, et son travail est formidable, notamment sur la perception des nouveaux récits. Je pense que ça peut Ah non, on a déjà parlé là, comment ça Jean-Pierre. m'inspire. Ok. Écoute, Hugo, merci beaucoup. C'était passionnant. Bah, merci Clément pour ces échanges, ces questions. Et puis merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Je sais pas ce que vous faites. Ça se trouve, vous êtes en train de faire la cuisine, de conduire, etc. En tout cas, on a partagé un peu ce moment aussi avec vous. Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi, que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine. Bon, écoutez, partez pas tout de suite si vous êtes là. J'ai envie de vous raconter 2-3 trucs parce que j'ai pas eu le temps de poser ces questions à Hugo, mais j'ai un peu les réponses. Et je voulais juste vous partager un peu la partie derrière ce qu'il y a tout ça. Comment est-ce qu'on se retrouve à vivre de ces conférences? Comment est-ce que Hugo se retrouve à faire ça? Et je vais vous parler moi d'un exercice qui m'a raconté, dont il m'a parlé la dernière fois qu'on avait parlé, parce que je me posais justement des questions sur quoi faire de ma vie. Et il m'a dit ça, c'est ma boussole. Enfin, c'est ce qui m'a permis d'en être là où j'en suis.
c'est vraiment concret, quoi. C'est pas simplement il se réveille un matin en disant je vais faire des communautés, il se retrouve 2 ans après à se faire payer pour faire des conférences. Et donc, en gros, l'idée de cet exercice, c'est de se poser. Je vous conseille, moi, de couper tout ce qui est digital, les tels, les ordi, le faire vraiment sur une feuille de papier, voire même un tableau. Et l'idée, c'est de se dire, vas-y, tu fais une frise chronologique et t'essayes de noter tout ce qui t'a marqué dans ta vie. Donc, tu commences par noter ce qui t'a marqué dans ta vie professionnelle et noter ce qui t'a marqué dans ta vie personnelle. Et donc, tu notes un peu, il y a des choses, moi, je vous conseille de vous faire des petites respirations, un peu avant, fermer les yeux, et se dire, vas-y, je vais chercher un peu les choses qui vont pop, dans ma tête. Donc ça, bien sûr, c'est un peu dans l'idée, si vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je vais pouvoir faire après, quoi. Et donc, première étape, on note plein de choses, et franchement, il y a plein de choses qui vont comme moi, j'ai commencé à noter des exposés, j'ai commencé à noter un match de basket, enfin, des trucs un peu en tout genre. Et ensuite, le but, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est des événements plutôt positifs, donc plutôt constructifs, que j'ai trop envie de refaire, ou c'est plutôt des petits traumes, enfin des petits trucs un peu négatifs, pas forcément des traumatismes, quoi, mais se dire, ouais, ça c'était pas cool. Je te donne un exemple, moi c'était un stage que j'avais fait, et en fait j'avais juste détesté, je me rappelle d'aller tous les matins au stage, ouais, la boule au ventre, quoi. Et ou d'autres choses à l'école, ou d'autres choses même au scout, qui m'ont apporté plein de trucs. Et donc l'idée c'est de faut noter ça, donc vraiment prendre 10, 15, 20 minutes à noter ces événements marquants, ensuite dire est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs, donc sur les 10, 20 dernières années de votre vie. Et ensuite, vous allez pouvoir rassembler un peu par thème. Et vous dire, en fait, finalement, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas trop faire dans ma vie pro et dans ma vie perso, encore une fois. On distingue vie pro et vie perso. Enfin, vie pro. La vie perso et tout le reste, tout ce qui est ailleurs, quoi, tous les autres projets. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir, distinguer, assembler par thème, par sensibilité. Et vous allez pouvoir vous dire... ok, en fait, ce que j'aime, c'est ça, c'est être tout seul et travailler tout seul pendant toute une journée. Ou en fait, ce que j'aime, c'est passer ma journée à rencontrer des inconnus et à serrer des paluches parce que j'adorais être sur un stand. Ou alors, je détestais faire ça et alpaguer les gens, quoi. Et donc, on peut retirer plusieurs thèmes. J'aime transmettre, j'aime rencontrer, ou au contraire, j'aime construire quelque chose, des relations, ou au contraire, j'aime quand on me donne des conseils. J'aime quand j'ai des instructions très claires, ou j'aime pas du tout avoir des instructions très claires. Bref, tout ça pour dire que à la fin, vous pouvez tirer ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et ça peut être votre fameuse boussole. En fait, où est-ce que je vais aller dans ma life? Est-ce que je vais aller dans un monde dans lequel je travaille de 8h à 20h? C'est possible, hein. J'adore ces moments-là où j'ai fait des maxi-projets et j'adorais ce stage où j'étais tous les jours à fond dans mon taf. Ou au contraire, en fait, moi, j'adorais ce stage où je travaillais 3 jours par semaine. Et donc, ça vous permet un peu d'avoir une boussole et de fixer ses intentions. Ça veut pas dire qu'il faut quitter son taf du jour au lendemain, mais ça veut dire que être conscient de ce à quoi on inspire. Et ce serait quoi finalement un peu notre vie idéale, hein. Mais sauf que trouver notre vie idéale, c'est pas simplement je note sur un papier ma vie idéale, c'est un peu plus profond que ça. Et donc, c'est comme ça en fait Hugo, il s'est rendu compte, lui il a dit moi ce que j'adore c'est partager. J'adore vraiment transmettre, être devant une foule ou être avec 2-3 personnes ou juste raconter des choses qui moi me semblent positives. J'adore le collectif, bon c'est pas très surprenant. Et pareil dans sa vie perso, il y avait des choses qu'il aimait bien et qu'il n'aimait pas. Et c'est comme ça un peu, je crois, qu'a émergé son idée de communauté. Et je voulais partager un deuxième truc, moi, qu'Hugo m'a un peu appris, c'est quand on est dans une communauté, en fait, on peut avoir plein de rôles différents, mais surtout, on peut être avoir 2 positions, on peut avoir une position très active, donc on construit la communauté, on y participe, on est vraiment quelque chose dedans. On peut être aussi passif, juste on en fait partie, on profite un peu des choses. Et en fait, l'idée c'est pas de se dire c'est pas bien ou c'est bien. L'idée c'est juste de se rendre compte, de se rendre compte, de ce qu'on veut et de ce qu'on est dans cette communauté. Et comme d'habitude, je pense que l'idée c'est d'avoir un équilibre et que il faut savoir si on est actif partout, lâcher prise parfois et se dire bon en fait je peux pas juste tout faire, je peux pas gérer 70 communautés. Et en même temps, il faut savoir aussi ne pas simplement profiter de tout ça. C'est important de pouvoir être un membre actif et de pouvoir importer sa patte pour le soir ou plus tard à sa mort se dire putain en fait j'ai juste été un profiteur. Alors là je mets un petit truc du jugement ce que je veux pas du tout. C'est pas du tout l'idée, mais c'est de se dire voilà je trouve prendre conscience. Est-ce que dans mes groupes d'amis je suis uniquement profiteur ou non? Qu'est-ce que j'apporte ou qu'est-ce que je fais quoi dans cette communauté? Voilà, écoutez, je pense qu'on fera de plus en plus d'épisodes de ce type sur une prise de conscience, sur ce qui peut changer, qu'est-ce qui peut avoir un impact au niveau sociétal. Donc, si vous avez des idées d'invités, des idées de sujets sur en fait, on est en plein de changements de civilisation, c'est quoi les
c'est quoi les clés de tout ça. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute.